Bonjour à tous, aujourd'hui on va analyser ensemble en détail une douleur qu'on est hélas beaucoup à avoir rencontrée. Je parle évidemment du syndrome de la bandelette iliotibiale, plus connu sous le nom de syndrome de l'essuie-glace. Ce sujet est vraiment vaste, c'est pour ça que je vais le traiter en deux temps. Dans cette première vidéo, on va comprendre pourquoi on a mal, ce qui est super important à mon avis, on va comprendre quelles sont les causes, et dans une deuxième vidéo, on verra qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour guérir. Première question déjà, qu'est-ce que c'est le syndrome de l'essuie-glace ? On va commencer avec des notions anatomiques. Alors je sais que ça peut rebuter peut-être beaucoup de gens, mais c'est super important parce que si vous comprenez vraiment ce qui se passe, à ce moment-là, tout ce que je vais expliquer après prendra beaucoup plus de sens, sera beaucoup plus logique. Pour imaginer mes propos, je vais pas mal m'appuyer sur une vidéo proposée par l'Université de Lyon qui fait un super boulot en anatomie. Je mets la vidéo en description. Alors première chose, la bandelette iliotibiale, aussi appelée tractus iliotibial, qu'est-ce que c'est ? C'est une bandelette tendineuse, épaisse, qui s'insère sur la crête iliaque et qui vient descendre jusqu'au bord latéral supérieur du tibia. Alors il ne doit pas être confondu avec le tenseur du fascia lata, plus connu sous le nom de TFL, qui lui est un muscle qui vient s'insérer à l'avant de la crête iliaque et qui vient se terminer directement sur la bandelette iliotibiale. Donc on peut dire par raccourci que la bandelette iliotibiale sert de tendon au TFL de la même manière qu'il sert de tendon aux fibres supérieures du grand fessier. Alors cette bandelette ne doit pas non plus être confondue avec le fascia lata, qui, comme son nom l'indique, est un fascia, qui lui est une membrane fibreuse qui vient recouvrir les muscles de la cuisse et qui vient s'insérer sur la bandelette iliotibiale. Donc déjà, avec cette première partie anatomique, on comprend que cette bandelette iliotibiale est un carrefour super important de la cuisse où vient se rejoindre le tenseur du fascia lata, le faisceau superficiel du grand fessier et le fascia lata. L'idée qui est généralement admise est que comme la bandelette iliotibiale passe par-dessus l'articulation du genou, au cours de chaque flexion, elle va venir frotter d'avant en arrière sur le condyle latéral du fémur. D'où le mouvement entre guillemets d'essuie-glace, d'où le nom de ce syndrome. Ce frottement à répétition créerait une inflammation qui, d'après cette théorie, viendrait inflammer soit le condyle, soit la bandelette elle-même. Donc ça, c'est l'idée que tout le monde connaît. Le problème, c'est que quand quelque chose est généralement admis et que personne ne le remet jamais en question, c'est rarement bon signe. Et si on cherche un petit peu, on trouve des études qui datent d'un peu plus de 10 ans quand même, qui trouvent que cette bandelette iliotibiale, en plus de son insertion sur le tibia, vient aussi s'insérer sur le fémur. Ce qui limite grandement les mouvements latéraux, donc le mouvement d'avant en arrière qui est généralement décrit, est en réalité pratiquement impossible. Et cette différence, peut-être que vous, elle vous paraît anodine, mais en réalité, elle est super importante. Parce que ça veut dire que la douleur qu'on ressent, elle n'est pas due à un mouvement de frottement, mais elle est due à un mouvement de compression. De la même manière, rarement c'est la bandelette qui s'inflamme, rarement c'est le condyle qui s'inflamme, parce qu'il n'y a pas de mouvement d'avant en arrière. Par contre, la tension qui est dans cette bandelette vient exercer une pression au niveau du genou, qui, elle, cette pression vient compresser soit une bourse graisseuse sous la bandelette iliotibiale, soit vient compresser une bourse synoviale. Et c'est ça qui vient créer la douleur. Donc, maintenant qu'on a compris ça, le raisonnement est super simple. Il nous reste plus qu'à chercher tous les facteurs qui pourraient augmenter la tension au niveau de la bandelette iliotibiale. Ce type de blessure arrive très souvent par compensation, c'est-à-dire que quelque chose dans le corps ne va pas, et la douleur n'apparaît pas tout de suite, mais apparaît progressivement jusqu'à être totalement installée. Mais ça veut aussi dire que tant qu'on n'a pas trouvé l'origine du problème, on aura beau se reposer, dès qu'on va reprendre, la douleur va revenir aussitôt. Parce que comme on n'aura pas travaillé directement sur l'origine, le corps il va venir recompenser exactement de la même manière, et va venir recréer exactement la même douleur. Je le répète pour que ça soit plus compréhensible, dans cette première vidéo, on va simplement voir les causes. J'en ai trouvé une dizaine. Deuxième chose importante, avant de commencer cette liste, prenez rendez-vous chez un spécialiste du running si vous avez mal et que vous ne l'avez pas encore fait. Parce que si c'est réellement un expert, il aura l'œil et l'expérience de pouvoir vous montrer précisément quelles sont vos faiblesses et comment est-ce que vous pouvez les contrer. Voilà, on va pouvoir commencer cette liste. On commence par les causes externes. Pour les coureurs à pied, deux facteurs extérieurs principaux. Si vous courez tout le temps sur le même circuit, systématiquement sur un terrain incliné, c'est-à-dire qu'un pied sera plus haut que l'autre, cette différence va venir créer une asymétrie dans les appuis et peut mener à cette blessure. D'autant plus si la surface sur laquelle on court est dure, comme du bitume par exemple. Donc, si vous habitez en ville, que les trottoirs sont comme ça, voilà, ça peut vous déclencher ce type de blessure. Quand une chaussure commence à être usée après un certain kilométrage, elle va perdre très rapidement ses qualités amortissantes. Le problème c'est que 1. Le corps n'aura pas le temps de s'habituer à cette différence, et 2. Le corps ne va même pas sentir cette différence, donc on va pas adapter notre foulée. Au final, des chaussures usées, ça peut créer tout un tas de pathologies, y compris ce syndrome de l'essuie-glace.
Troisième facteur extérieur, plutôt pour les triathlètes cette fois. Ceux qui ont vu mes vidéos précédentes savent que j'en ai déjà fait les frais, une selle trop haute à vélo peut déclencher ce type de blessure. Et là où le diagnostic est difficile, c'est que l'inflammation peut commencer à se créer à vélo et va être décuplée par la suite en course à pied. Donc en tant que triathlète, si vous déclenchez un syndrome de l'essuie-glace en courant, ça veut dire que le problème ne vient pas forcément de la course à pied. Voilà, la liste des causes externes était assez rapide, on va pouvoir continuer la suite avec les causes internes. Si à chaque impact au sol, vous observez que votre bassin a tendance à s'affaisser de cette manière, la douleur peut venir de là. Cette inclinaison médiale de la hanche à chaque impact va venir augmenter l'étirement au niveau de la bandelette iliotibiale, donc va venir augmenter la pression au niveau du genou. Il faut imaginer que la bandelette iliotibiale fonctionne comme un élastique. Si on tire en haut, forcément ça vient tirer en bas. Si quand vous analysez en train de courir, vous voyez qu'à chaque impact, votre genou a tendance à partir vers l'intérieur, ça peut venir créer ce type de douleur. C'est ce qu'on appelle un valgus dynamique. Quand un genou chasse vers l'intérieur à chaque impact, cela signifie qu'il y a une rotation interne du fémur, qu'il y a une rotation interne du tibia, et cela va venir surétirer la bande iliotibiale, ce qui va augmenter sa contrainte, ce qui va venir augmenter la pression au niveau du genou. Pour finir sur le valgus dynamique, deux possibilités qui font que le genou chasse vers l'intérieur. Premièrement, un manque de stabilité au niveau du grand fessier, qui n'arrive pas à faire son travail de rotateur externe du fémur, donc le fémur part en rotation interne, qui entraîne le tibia en rotation interne et qui crée la douleur. Deuxième origine, cette fois-ci le problème ne vient pas de la hanche mais vient du pied. Une bascule du pied vers l'intérieur trop importante qui va pas être stabilisée par la cheville peut venir créer, si elle est trop importante, une rotation interne au niveau du tibia qui va à son tour venir entraîner une rotation interne au niveau du fémur et encore une fois créer cette douleur. On l'a vu dans la partie anatomique, la bandelette iliotibiale est un carrefour important de la cuisse où vient s'insérer directement le tenseur du fascia lata et le muscle grand fessier. Donc si un de ces deux muscles, voire les deux muscles sont trop tendus, présentent trop de tension, à ce moment-là, ça peut venir se répercuter sur la bandelette iliotibiale en venant augmenter sa tension et donc en venant augmenter la compression au niveau du genou. Dans cette situation-là, on va pas se mentir, vu la taille du grand fessier et vu sa force, si c'est ce muscle-là qui va être tendu, ça va forcément avoir beaucoup plus d'impact au niveau de la bandelette iliotibiale que si c'est le tenseur du fascia lata. Je disais donc carrefour très important parce que sur cette bandelette, il y a aussi le fascia lata qui vient s'y insérer. Et les fascias, c'est dommage parce que c'est un tissu dont on parle très peu et qui pourtant est très important parce que c'est un tissu fibreux qui va venir recouvrir tous les muscles. Dans ce cas-là, les muscles de la cuisse. Avec l'entraînement, on vient créer des petits dommages au niveau du muscle qui vont créer ce qu'on appelle des adhésions entre le fascia et le muscle. Ce qui fait que là où normalement ça devrait glisser, ça a un peu plus de mal. Et résultat, si on a trop d'adhésion entre le fascia et le muscle au niveau par exemple du quadriceps ou des ischios, à ce moment-là, ça peut venir augmenter la tension au niveau du fascia, qui lui à son tour va venir augmenter la tension au niveau de la bandelette iliotibiale, qui elle à son tour va venir augmenter la tension au niveau du genou et peut déclencher ce type de douleur. Bon, depuis tout à l'heure, on parle de trucs vachement scientifiques, vachement anatomiques, mais des fois, on peut revenir quand même aux bases. Évidemment qu'un entraînement qui va pas être assez progressif peut provoquer ce risque de blessure. On a tous des différences anatomiques, pronateur, supinateur, valgus, varus, ou ce que vous voulez, et le corps en général s'adapte très bien à ces différences. Cependant, quand vous venez augmenter de manière disproportionnée votre intensité et votre volume d'entraînement, votre corps, il n'arrive pas à compenser assez, et donc il vient compenser de manière dont il faut pas, et à ce moment-là, ça peut créer ce type de douleur. Donc c'est pour ça que l'un de mes 3 principes fondamentaux en entraînement, c'est la progressivité. On va finir avec 2 causes qui sont beaucoup plus rares mais qui peuvent quand même toucher certaines personnes, donc je vais en parler. Premièrement, le varus du genou, c'est-à-dire que c'est l'inverse du valgus. Le genou aura tendance à chasser vers l'extérieur. Très souvent, c'est quand les gens ont des jambes un peu arquées. Comme peu de gens sont touchés, peu d'études s'intéressent à ce sujet-là, mais comme ça peut arriver, c'est important d'en parler. Dernière cause, et cette fois-ci en plus d'être rare, elle est souvent contestée, c'est le cas où la contraction des muscles psoas-iliaques pendant la course à pied ne vient pas se déclencher correctement, et pour prendre le relais, ça serait possible que pendant le retour de la jambe, ça soit le tenseur du fascia lata qui fasse tout le travail. Le problème c'est que comme c'est un muscle qui à la base n'est pas fait pour, il va venir surtravailler, donc augmenter sa tension, donc venir tirer sur la bandelette iliotibiale, et encore une fois augmenter les pressions au niveau du genou. Voilà, j'ai enfin terminé la liste. Je vous avais dit, il y a beaucoup de causes très différentes l'une des autres. Si vous avez mal, c'est possible que ce soit à cause d'une seule chose. Cependant, la majorité du temps, c'est une accumulation de facteurs
qui font que ça déclenche la douleur. Si grâce à cette vidéo ou si grâce à un professionnel vous avez réussi à identifier ce qui ne va pas, à ce moment-là, il va falloir passer à l'action maintenant, et ça c'est ce qu'on va voir dans la deuxième vidéo que je rajouterai directement ici dans les notes quand elle sera sortie. Pour conclure cette première vidéo, je vous rappelle et j'insiste sur le fait que le mieux est de contacter un professionnel de santé expert en running, j'insiste sur expert, pour pouvoir identifier ce qui ne va pas et venir mettre en place des choses. Si c'est réellement un expert, ça sera beaucoup plus efficace que si vous faites ça tout seul dans votre coin. Voilà, j'ai fini ce que j'avais à dire pour cette première vidéo. Si vous connaissez des personnes qui sont atteintes de cette douleur, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo là. En attendant la deuxième vidéo, entraînez-vous bien. Si vous avez mal au genou, reposez-vous un petit peu quand même. À la prochaine.